Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Une économie en souffrance. C'est au centre de notre paysage économique que, depuis plus de 4 décennies, la crise s'est installée à la manière d'un volcan, avec une succession de périodes éruptives et de faux assoupissements. Par manque de commandes, les entreprises ont cessé d'embaucher. Faute de rentabilité suffisante, elles ont délocalisé, mieux vaudrait dire translocalisé, leurs activités dans des espaces lointains plus favorables au profit. Nos produits ont été pénalisés par la concurrence de produits beaucoup moins chers parce que leur coût de production, matières premières, main-d'œuvre, à l'autre bout du monde était bien moindre. Bref, pour tous les analystes, preuves chiffrées à l'appui, les difficultés qu'a traversé le pays depuis lors et le mécanisme qui les nourrit sont fondamentalement de nature économique. Monde, un système financier vicié. L'économie mondiale est minée par ce qui est son carburant même, l'argent qui, en devenant son facteur premier, la fragilise comme l'a illustré en 2007 la crise des subprimes. Le candidat François Hollande, le 22 janvier 2012, lors de son meeting du Bourget, n'avait pas été si mal inspiré en résumant la situation. Sous nos yeux, en 20 ans, la finance a pris le contrôle de l'économie, de la société et même de nos vies. Désormais, il est possible en une fraction de seconde de déplacer des sommes d'argent vertigineuses, de menacer des États. Il se peut que le capitalisme soit malade de lui-même. La concurrence a été dès l'origine sa loi biblique. Depuis un demi-siècle, cette loi s'est concrétisée par de multiples dérégulations qui, opérées au nom du sacro-saint dogme néolibéral, ont engendré une spéculation effrénée sur le marché des capitaux. Dès lors, l'hyperfinanciarisation est devenue la forme la plus élaborée, la plus outrancière, la plus moderne aussi, du capitalisme mondialisé. Depuis longtemps déjà, nous sommes passés au stade d'un capitalisme actionnarial, qui, en maximisant les revenus des actionnaires, déséquilibre le rapport entre le capital et le travail, au détriment bien sûr des revenus des salariés, mais aussi de l'investissement. Cette évolution, qui fait de la spéculation le moteur de l'économie, n'est pas sans risque. De cette conception, la fameuse pyramide dite de Ponzi, un expert vers 1920 des montages financiers frauduleux, offre l'inquiétant modèle. Le principe en est simple. Un escroc emprunte, il rembourse ses premières victimes, des épargnants en quête de rendement mirifique, avec l'argent prêté par les victimes suivantes, les nouveaux dépôts servant à payer les intérêts des anciens. Pour que le système ne soit pas inéluctablement condamné à la faillite, il faudrait supposer, dans cette fuite en avant, un nombre infini de souscripteurs. Ainsi, dans un capitalisme gangrené par des produits toxiques, la crise financière est-elle régulièrement la figure avancée de la crise économique. Parce qu'elle suscite l'effroi de l'écroulement, cette logique financière porte en elle le germe de la panique. Lorsque le 15 septembre 2008, à Manhattan, la banque Lehman Brothers sombre corps et biens, ce 15 septembre constitue un 11 septembre financier, au gigantesque impact planétaire. Emblématique, la longue crise qui a suivi témoigne des périls et des failles d'une économie casino, fondée sur le principe du pari. France, un interminable marasme. Au-delà des turbulences financières, la crise économique n'a pas manqué chez nous de s'approfondir parce qu'elle est le fruit d'une nouvelle organisation de la production, de la distribution, de la consommation et des échanges. Quelque chose a changé dans l'ordre du monde, qui a jeté le désordre dans le nôtre. La devise de l'économie internationale actuelle, son impératif catégorique, est de produire toujours plus à un coût toujours moindre. Au sein de cette législation sans code, qui s'inspire directement de la loi de la jungle, la France s'est révélée particulièrement vulnérable. À l'exception de quelques brèves périodes de répit, tous les Français nés depuis 1973 n'ont connu que la crise. Cette année-là est intervenu le premier choc pétrolier, et le soudain renchérissement du coût de l'énergie, suivi d'un ralentissement brutal de la croissance avec ses implications en termes d'emploi et de consommation. Cet élément conjoncturel n'a pourtant été que le révélateur de problèmes plus structurels. Une économie qui fonctionnait jusque-là dans la régularité s'est peu à peu enrayée. Production, consommation, exportation, déficit budgétaire, taux d'endettement, tous les grands paramètres de la macroéconomie sont depuis cette époque défaillants. Si elle est restée positive,
la croissance moyenne du revenu a reculé au cours des 30 dernières années, tout comme celle du pouvoir d'achat. Après ce que Jean Fourastier a appelé les 30 glorieuses, sont advenues les 40 piteuses. Alors que notre croissance excédait 5% par an durant les années 1960, elle est souvent atone, 1,1% en 2016 et ne connaît que quelques rebonds, 2,2% en 2017, de brève durée, 1,5% en 2018. Il en résulte un taux de chômage chroniquement élevé, bien supérieur à celui des principaux grands pays industriels, USA, Grande-Bretagne, Allemagne. Ainsi, en janvier 2016, 10,6% de la population active française était au chômage alors que dans le même temps, ce taux n'était que de 5,2% au Royaume-Uni et de 4,5% en Allemagne. Si l'on peut se réjouir qu'il se soit stabilisé autour de 9% en 2017 et 2018, il demeure considérable. Dans l'espoir de juguler le phénomène, bien des stratégies ont été expérimentées qui l'une après l'autre ont échoué. On a tout essayé, constatait désabusé le président Mitterrand. Le manque de compétitivité est notre première faiblesse. En pénalisant nos échanges, nos coûts de production pénalisent aussi les investissements. De ce double point de vue, notre attractivité est faible et en déclin, même si la France tend depuis peu à rattraper son retard. Sur la longue période, les investissements étrangers apparaissent modestes. La lourdeur des charges, le poids de la fiscalité, le corset du droit du travail, comme l'instabilité des règles qui les régissent, expliquent pour partie au moins ce constat. Notre niveau d'endettement constitue une seconde fragilité. Parce que notre production est peu compétitive, il est nécessaire de faire appel aux importations pour satisfaire les besoins de notre consommation. De là une balance commerciale déficitaire, de près de 50 milliards en 2016, de plus de 62 en 2017 et d'environ 60 en 2018. Aussi notre déficit public, bien qu'en régression sensible en 2017, 2,6% du PIB, demeure l'un des plus élevés de la zone euro, où il n'a été en moyenne cette même année que de 0,9%. L'Allemagne, elle, affichant un excédent de 1,3% de son PIB. Il s'agit là d'un mal endémique, puisque 1974 a été notre dernière année budgétaire excédentaire. Depuis lors, nos dépenses ont toujours été supérieures à nos recettes avec à titre de conséquence, un recours massif au crédit. On a donc vu apparaître tour à tour les déficits, puis la dette liée aux emprunts destinés à les combler. Abyssal, notre endettement public est en croissance vertigineuse. 20% du PIB en 1980, 97% en 2017, 99% en 2018, dépassant les 2000 milliards d'euros. Notre pays vit clairement au-dessus de ses moyens, et au-dessous de l'épée de Damoclès que représente l'inéluctable remontée, tôt ou tard, des taux d'intérêt. Au regard des dernières décennies, on peut donc dire sur le plan économique, que l'Occident ne va pas bien dans un monde global qui va mieux que lui, que l'Europe ne va pas bien dans un Occident qui va mieux qu'elle, que la zone euro ne va pas bien dans une Europe qui elle aussi va mieux qu'elle, enfin que trop souvent la France ne va pas bien dans une zone euro qui globalement va mieux qu'elle. 2. Un mal-être social. Si la crise n'a d'abord été qu'un mot dans le discours des experts, des économistes, des politiques, des journalistes, discours étayés sur des chiffres, des graphiques et des séries, ce mot a rapidement pris son véritable visage. Un visage qui depuis lors est resté le même, faillite, licenciement, endettement, paupérisation. Et quoique nos difficultés soient de nature économique, leurs manifestations les plus évidentes sont d'ordre social. De tous les restaurants, le plus prospère, celui dont la fréquentation a connu la plus forte croissance, est sans conteste le restaurant du cœur. Coluche n'est pas devenu président de la République, mais il demeure pour nous un héros posthume parce qu'il est le héros de notre modernité, et que le temps lui a donné raison. Sur certaines places de nos villes, les soirs d'hiver, les files d'attente s'allongent devant les soupes populaires. Au pied des églises, devant les boulangeries, les supermarchés, les banques, comme sur les grilles d'aération du métro ou à certains angles de rue, là où sort le souffle tiède des chaufferies, stagnent des miséreux, dont beaucoup vivent dehors depuis des années et qui ne sont pas tous des réfugiés politiques venus de pays en guerre ni des migrants économiques en quête d'Eldorado. Il n'est même pas rare que l'on doive, en rentrant chez soi, la honte au front et la rage au cœur, enjamber des corps somnolents. Un chômage massif,
pénurie de travail, pénurie de vie. Dans sa perception culturelle, la notion de travail est fortement ambivalente. Ainsi la tradition judéo-chrétienne l'assimile-t-elle à une malédiction. Après le péché originel, Yahvé, en un terrible jugement, condamne sa créature humaine à travailler. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Plus près de nous, Marx a montré combien le travail pouvait aliéner le travailleur. Dans le capitalisme, le travail est une marchandise dont la spécificité est de produire une valeur supérieure à sa valeur de marchandise. En le rémunérant au-dessous de la valeur qu'il crée, le détenteur du capital dégage une plus-value qu'il confisque, littéralement à son profit. Le salariat est ainsi l'exploitation de la force de travail et, à travers elle, celle du travailleur lui-même. À l'inverse, un tout autre discours exalte la valeur du travail. Selon Descartes, il contribue, à l'instar des sciences et des techniques qui en découlent, à nous rendre, comme maîtres et possesseurs de la nature. En développant la dialectique du maître et de l'esclave, Hegel célèbre de façon plus saisissante encore la force libératrice du travail. L'esclave, qui pour sauver sa vie a abdiqué sa liberté, la retrouve par son travail car à force de se rendre indispensable, il devient le maître de son maître, celui-ci devenant, pour s'en être trop remis à lui, l'esclave de son esclave. Nombre de demandeurs d'emploi, sans doute, donneraient raison à Descartes et à Hegel. Lorsque le travail vient à manquer, son importance éclate au grand jour. Alors qu'il est un puissant facteur d'intégration, sa privation repousse le chômeur dans les marges de la société. Perdre son emploi n'est pas seulement perdre la source de son revenu, mais aussi sa situation, au sens de position sociale. Le chômeur flotte dans un demi-espace, une demi-existence qui fait de lui un être déjeté. Le chômage de masse dont notre pays a depuis tant d'années souffert signifie donc autant d'exclus, de femmes et d'hommes condamnés à survivre, dans la dépendance et la frustration, comme autant de citoyens marginalisés. Une précarisation croissante. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.